pour le rejeter à la face, nous aurions peut-être aussi perdu la bataille. Donc, c'est aujourd'hui, le mouvement féminin sénégalais a gagné en maturité, a gagné la bataille au niveau de la représentation politique, mais il va faire face encore à d'autres résistances qui sont du registre du religieux. Aujourd'hui, le religieux est manipulé, y compris parfois par les hommes politiques ou par d'autres groupes aussi religieux. Mais en tout cas, l'autre bataille qui va être menée, c'est comment le mouvement féminin va survivre de manière assez subtile pour ne pas avoir à dos une communauté majoritairement religieuse, en essayant de survivre dans quel discours il faut sortir, en allant dans le sens du progrès et en même temps éviter de s'aliéner une population qui idéologiquement est très fragile, parce que le discours religieux est un discours assez puissant et très porteur dans l'espace dans lequel évolue ce mouvement-là, y compris pour les femmes elles-mêmes. Mais voilà en tout cas l'expérience sénégalaise, qui est la somme de luttes de plusieurs générations de femmes, mais qui menait de manière intelligente. Mais aujourd'hui, le Sénégal a la 6e place au monde au niveau des représentations dans les parlements et à la 3e en Afrique, le premier État où la représentation égalitaire est la plus puissante étant bien sûr le Rwanda. Donc je m'arrête là sur la présentation en attendant de revenir pour des clarifications avec vos questions et vos interrogations. Merci beaucoup. Quería preguntar cuál es el posicionamiento o posicionamientos de estas organizaciones frente a los cambios de los que estuvimos hablando hoy. Bon, d'abord, je voudrais vous remercier pour ce tour d'horizon complet de la situation des mouvements des femmes au Sénégal, qui sert, enfin, je voudrais dire, un peu à remettre certaines pendules à l'heure. Je veux dire, dans la mesure où très souvent les idéologies qui sont répétées et rabâchées dans nos pays occidentaux tendent à dire que, tendent à emphasiser, disons, ce qu'on a appelé, ce que certains ont appelé la mission civilisatrice de la colonisation. Et donc, en faisant ce travail de mémoire et ce travail finalement de généalogie de la participation des femmes dans l'histoire d'un pays comme le Sénégal, par exemple, c'est une façon de remettre l'histoire à l'endroit. Je crois donc que c'est important, et moi, ça a été pour moi une surprise, je dois le reconnaître, que de l'entendre dire aussi clairement. Je voudrais dire aussi quelle est ma surprise aussi, en voyant comment vos efforts en 10-15 ans ont été récompensés, quand on pense par exemple que des pays comme la France ou des pays comme l'Espagne, qui ont une loi portant sur les quotas de participation lors des élections, les quotas de participation au sein des partis politiques, et qui, malgré ces quotas, sont encore loin des chiffres que vous-même vous avancez pour le Sénégal. Donc, vraiment une action des femmes qui a porté ses fruits. Alors, ce que je voudrais vous demander, si vous voulez bien, c'est si vous pouvez développer un peu la question de la responsabilité des ONG étrangères que vous avez suggéré, disons, par rapport à leur concentration sur des actions sectorielles qui empêcheraient, disons, de développer une vision beaucoup plus globale de la question de l'exclusion des femmes dans la société. Voilà, merci. Bonjour et merci beaucoup également pour
ce tour d'horizon important. Je suis totalement d'accord avec ma collègue Lola à côté de cette remise des pendules à l'heure sur toute la colonisation et le rôle qu'ont eu les Français de ce retour sur l'échiquier politique et social des femmes, enfin, ce qu'on a enlevé en tout cas aux Sénégalaises. Je vous remercie parce que c'était une donne que je n'avais pas et que je pense qu'on n'a pas beaucoup. Deuxièmement, je voulais vous poser la question. Bon, moi je connais un peu plus la Casamance et que vous nous parliez peut-être un peu du rôle des femmes politiques et sociales, des femmes de Casamance sur le processus de paix en Casamance. Parce qu'il me semble qu'elles ont eu une grande participation. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et donc j'aimerais avoir votre vision là-dessus et voir en quoi elles ont vraiment aidé dans ce processus de paix. Finalement, dire que effectivement, ayant vu pas mal d'ONG travailler, non, c'est vrai, je me rends compte que c'est vrai que cela morcelle un peu le travail ou l'organisation collective et un but unique dans lequel elle pourrait se battre. Merci. L'espace social sénégalais est un espace très particulier. La religion musulmane est présente au Sénégal, selon d'aucuns, remonte même jusqu'au 11e, 12e siècle. Donc il y a une histoire de tradition islamique, une appropriation de l'islam qui se vérifie à travers les confréries religieuses qui ont réussi à donner un cachet particulier, bien spécial à cette religion-là, qui est une religion de tolérance en réalité. Maintenant, il y a des groupes qui sont des idéologies importées, je peux dire aujourd'hui. Ce sont des arabisants qui sont partis dans les pays du Golfe et qui sont revenus influencés par des idéologies comme à l'époque des étudiants qui partaient en France revenaient influencés par l'idéologie marxiste, stalinienne, léniniste ou tout ce que vous voulez, ou maoïste. Alors, c'est là la double confusion. D'ailleurs, quand nous avons, le 16 avril 2010, le laboratoire a convié toutes les organisations de femmes pour lancer ce déclic sur la parité, parce que le président de la République avait décidé de remettre en place le texte sur la parité, mais connaissant ce président à l'époque, il changeait, il pouvait lancer une idée et revenir le lendemain là-dessus. Nous avons demandé à toutes les femmes de tous les partis politiques de se mettre ensemble pour trouver une solution et accompagner le processus. Parce que si on ratait le mandat de président Abdoulaye Wade, c'était fini pour les femmes, c'était l'analyse et des travaux que nous avons publiés pour démontrer qu'avec la montée de l'islamisme au Sénégal, ça allait se jouer contre les femmes, sur le dos des femmes. Et il fallait que les femmes, il est plus facile de faire une loi que de la défaire. Et d'ailleurs, on va revenir là-dessus. Et c'est comme ça que nous avons convaincu les femmes des différents partis politiques, les grands leaders, à se mettre ensemble. Et c'est ce qui a créé le caucus. Évidemment, les islamistes, salafistes et autres sont contre la loi sur la parité. Les grandes familles religieuses, les grandes confréries que sont les Tidjanes, les Mourides, etc., on ne les a jamais entendus dire qu'ils sont contre la parité. Et mieux, l'ancien président Abdoulaye Wade était allé rencontrer toutes ces grandes familles religieuses pour leur parler de cette loi. Parce que nous lui avons dit qu'il nous faut rencontrer ces familles. Il nous a dit, c'est mon affaire, occupez-vous, vous, du terrain de la sensibilisation, je ferai le reste. Et il l'a fait. Ce qui fait qu'on n'a jamais entendu parler de réaction contre la parité par les familles religieuses. Et on est parti à l'Assemblée nationale avec une loi sur la parité qui a amené, y compris des femmes appartenant aux confréries religieuses, à l'Assemblée nationale. Mais arrive 2014, les élections locales, en juillet 2014, et là, c'est les politiques eux-mêmes qui essayent de manipuler les pouvoirs religieux
Parce que les hommes politiques qui viennent maintenant au pouvoir, qui étaient de l'opposition, ne sont pas d'accord avec la loi sur la parité. Parce que pour eux, c'est une affaire de l'ancien président de la République. Et ils veulent revenir sur la loi sur la parité. Et ils trouvent comme stratégie d'aller manipuler les pouvoirs religieux pour revenir contre la parité. Et ils vont à Touba. Ils décident, parce que Touba est une communauté qui a un statut spécial de fait, ce n'est pas les textes, mais de fait. Alors ils décident d'aller voir le calife pour lui dire « vous n'êtes pas concerné par la loi sur la parité ». Et le calife, ils font leur liste avec uniquement des hommes. Alors la liste apparaît, moi on me téléphone, les autorités m'appellent pour me dire « avec votre caucus, vous devez aller parler aux gens de Touba parce que la parité n'est pas respectée là-bas ». Je dis « ça ne me regarde pas. Nous nous sommes battus pour une loi, pour une république. Si l'État décide qu'il y a des espaces qui ne font pas partie de la République, c'est son problème. » En réalité, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils avaient préparé des femmes de cette communauté pour que quand les femmes viennent de Dakar, qu'il y ait un clash, pour qu'ils puissent l'utiliser comme justificatif pour rejeter la loi sur la parité. Évidemment, nous étions informés de leurs intentions. Et c'est pourquoi nous avons dit « cela ne nous regarde pas ». Et mieux, nous avons construit un autre argument pour dire sur 2700 listes, une seule liste ne l'a pas respectée, ça fait 99,7% de taux de réussite. Pour nous, c'était satisfaisant. Et nous sommes allés à la télé, à la radio, pour dire qu'il y a la notion de majorité tardive en sociologie, qu'un groupe résiste, c'est normal. Et nous le disions quand le président Senghor a voulu introduire la cuisson au gaz, les Sénégalais avaient refusé. Compris, ce n'est pas grave pour nous, on trouvera le temps de revenir. Mais en réalité, ce sont bel et bien les politiques qui étaient à la base de cette manipulation. Les confréries, d'une manière générale, à mon avis, ce n'est pas eux qui nous posent problème. Par contre, les petits groupes salafistes et autres sont totalement, foncièrement contre. Mais ils ne sont pas représentatifs au niveau du Sénégal. Alors, la question pour la deuxième personne, oui, il y a beaucoup de préjugés de l'Occident par rapport à l'Afrique, en pensant que l'Afrique est en retard. Et moi, je dis toujours, la France nous a vaincus en 1855 par la supériorité militaire, mais du point de vue de la culture, nous étions plus en avance parce que le royaume qu'elle a vaincu était dirigé par une femme. Et il lui a fallu attendre 90 ans après pour daigner donner le droit de vote aux Françaises. Alors, maintenant, en ce qui concerne la responsabilité des ONG internationales, y compris certaines nationales, sur la question du morcellement, ça c'est la réflexion qui nous amène à le dire. Parce que toute question est politique, y compris les questions économiques sont politiques, les questions de santé sont politiques, toutes les questions renvoient à la politique. Donc vous ne pouvez pas engager les 90% des temps des femmes à discuter sur des choses déconnectées et espérer changer la réalité. Et le constat est que cela fait depuis les années 80 qu'on fait du microcrédit dans nos pays, mais en quoi le microcrédit a fondamentalement changé la situation des femmes? Parce qu'on ne l'a pas abordé dans sa dimension politique. Et en même temps, ça rentre des compétitions entre les organisations sur le terrain, chacun a sa chasse gardée, et parfois même ces interventions des ONG appauvrissent les communautés. Nos recherches nous ont montré que vous allez dans un village, chaque organisation vient en demandant 10% à la population pour l'aider à avoir une case de santé, l'autre pour l'aider à avoir un forage, l'autre pour l'aider à avoir une garderie d'enfants. Et c'est toujours les mêmes populations qui déversent, qui sortent 10% de fonds de participation. Parce qu'on dit oui, il faut l'engagement financier de la communauté si on veut l'aider. Mais si 10 organisations, 5, 10 arrivent dans une même localité et chacun demande une participation, une contribution à la communauté, vous voyez ce que ça fait. À mon avis, ça fait régresser les communautés plutôt qu'autre chose. Or, chacun a son drapeau sur ce terrain, qu'il soit national ou international, ils sont dans la même logique. Ils ont une certaine connaissance dans la répartition des tâches, elles ont le savoir. C'est pourquoi je disais, celle qu'on a convaincue au nord, elle était détenteur de pouvoir militaire, elle était chef de guerre. Et celle qu'on a exilée au sud, qui est Aline Sitoé Diatta,
Et c'est par sa spiritualité qu'elle s'est imposée. Elle n'était pas chef de guerre, elle était une personne spirituelle. Donc, les femmes ont un pouvoir spirituel en Casamance. Et le déclenchement du conflit, c'est les femmes qui ont béni les combattants pour aller se battre sur le terrain. Parce que cela fait partie des rôles sociaux, parce que c'est à elles de les protéger, c'est à elles de leur donner le pouvoir. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs associations qui se sont mises en place pour contribuer à la paix. Et il y a la plateforme des femmes de la Casamance qui existe aujourd'hui, qui fait avec Madame Thiam, qui fait énormément de travail. Il y a Youssouf Oral qui fait énormément de choses. Mais la question aujourd'hui, beaucoup de ces femmes veulent la paix. Et elles le ressortent. Toujours, elles disent qu'il faut qu'on aille donner à ces femmes-là les moyens de faire les sacrifices qu'elles ont eu à faire pour dédier, pour ramener ces hommes qui sont dans le conflit, les délier un peu de leur serment. La question, je l'avoue, est extrêmement complexe. Pour moi, le travail que j'ai eu à faire, la plupart des femmes qui étaient dans le processus qui ont recueilli le serment des combattants, je crois qu'une bonne partie a disparu aujourd'hui, est morte. Alors la question que je pose toujours à ces femmes, c'est de dire, celles-là qui ont été à la base, qui ont recueilli le serment et qui étaient les seules capables de les délier de leur serment, une bonne partie ne sont plus là. Et or, il est très difficile de parler d'une culture si vous n'êtes pas de l'intérieur de cette culture-là. C'est là où le travail de l'anthropologie est extrêmement important pour savoir. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas toutes les femmes. Il y a un groupe qui croit qu'il faut toujours l'indépendance. Et il y a d'autres qui pensent qu'il faut aller vers la paix. Elles sont majoritaires. Mais le processus, d'ailleurs, le dernier travail que j'ai eu à faire avec elles, j'ai dit, mais écoutez, vous voulez participer parce qu'elles ne sont pas aux tables de négociation. J'ai dit, si vous devez aller à une table de négociation, il faut que vous ayez un projet, que vous soyez porteuse d'un projet. Elles me disent, nous voulons aller à la table de négociation, la seule exigence qu'on a, c'est la paix. Mais quelle paix? Est-ce que c'est la paix dans l'unité ou est-ce que c'est la paix dans la division? Il y a un groupe qui est porteur d'un projet de la paix dans l'unité et l'autre est porteur d'un projet de la paix dans la séparation. Et je leur ai dit, vous ne pouvez pas être un même groupe. Or, pour que vous puissiez aller à la table de négociation, que vous soyez porteur d'un projet assez clair au niveau de tout le monde. La situation est assez complexe en ce qui concerne la question de la Casamance. C'est une question assez douloureuse, assez difficile pour l'ensemble des Sénégalais parce qu'on est un peuple où on est très métissé, le Sénégal. Il vous sera très difficile de trouver quelqu'un qui n'appartient pas à plusieurs branches ethniques. Il y a toute une histoire qui nous mène plus vers le Sénégalais d'une manière générale. Mais aujourd'hui, à cause d'autres types d'intérêts économiques et autres, il y a des velléités de renvoyer au réflexe identitaire. C'est pas seulement les Casamançais. Aujourd'hui, on vous dira les Halpulaar, l'actuel président de la République, tout le monde dira oui, net de bandum, c'est-à-dire le mot Pulaar. Donc il y a une velléité à cause des crises économiques, à cause des difficultés sociales, à avoir un repli identitaire. Et ce problème-là existe dans beaucoup de pays africains. C'est le problème qui guette l'Afrique au même moment où, paradoxalement, c'est le panafricanisme qui est la seule voie de salut pour toute l'Afrique d'une manière générale. Vous avez vu le problème de Boko Haram. Comment un seul pays prétendra-t-il pouvoir régler ces questions-là? Donc, au moment où tout le monde est conscient que l'avenir est dans l'unité de l'Afrique, en même temps, à cause des injustices sociales, à cause de la malgouvernance, dans les petits territoires, les réflexes identitaires peuvent aussi pointer, mais en même temps, l'Afrique entre dans une géopolitique internationale où des intérêts non sénégalais ou non africains sont pour la division de l'Afrique aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut aussi pas qu'on se cache la voile, qu'on se mette le voile dans les yeux. Il y a des intérêts géostratégiques qui ont intérêt à animer des rébellions par-ci, des rébellions par-ça à gauche, qui finalement ne sont dans l'intérêt d'aucune de ces factions qui sont en conflit, d'où la question que je pose, y compris pour les femmes, mais pour nos sociétés de manière générale,
c'est le projet politique. Souvent, ces conflits qui naissent en Afrique, le paysan ou, je ne sais pas, le travailleur à la base, ce n'est pas son problème du tout. Ce sont des enjeux d'intérêt de groupes minoritaires, mais qui sont là pour manipuler les populations. Et ce n'est pas un hasard si partout, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit la Mauritanie, que ce soit ailleurs, on sera encore dans des zones, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Afrique devient le continent de l'avenir. C'est le continent où il y a le plus de ressources. Les ennemis de l'Afrique vont continuer à créer les conflits au sein de l'Afrique pour se partager les richesses de l'Afrique. Le laboratoire comme le caucus, vous avez affaire avec des femmes consolidées, c'est-à-dire sur le plan intellectuel, des femmes qui luttent pour la parité, pour l'égalité, pour le bien-être. Moi, ma question, c'est surtout au niveau des plus jeunes, si vous avez des programmes pour l'inscription des petites filles à l'école, pour le suivi, pour qu'ils n'abandonnent pas, parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a un grand taux d'abandon des jeunes filles. Et en général, qu'est-ce que vous faites pour que ces jeunes générations arrivent en même condition d'égalité que les jeunes garçons? Me ha parecido muy interesante, si he creído entender, que existe un modelo asociativo femenino, ¿no?, en Senegal muy potente, que incluso los hombres se apoyan en él y en Senegal es bien conocido. Y pensando en algún ejemplo sobre eso, me ha venido a la mente si la tontina, le tontin, podría ser un ejemplo de ello. Y bueno, quería preguntarle, porque estaba muy interesada sobre el tema, ¿qué papel tiene la tontina en esa consolidación de la mujer, si la tiene? La tontina como caja de ahorro popular, en la que hay una presencia femenina bastante fuerte. Además, la tontina la podemos ver aquí también, ¿no?, en ese proceso migratorio, que los senegaleses que vienen aquí también la reproducen. Y estaba muy interesada en saber acerca de la tontina y su opinión. Agradecer a Fatu la conferencia y tenía dos cuestiones. Por un lado, me gustaría conocer tu opinión respecto a ECOWAS, la unidad de género de ECOWAS específicamente, para el avance de la igualdad en la zona y como una manera de afrontar estos retos globales que se han comentado. Y por otro lado, me gustaría saber también si... A ver cómo lo expreso. Si los movimientos sociales de mujeres a nivel regional se están movilizando para trabajar sobre los raptos que está habiendo por parte de Boko Haram de niñas en esta zona. Yo quería preguntarle sobre cómo se relaciona usted y cómo piensa que se relacionan las plataformas de mujeres en Senegal con el término feminismo, porque sé que hay muchas organizaciones de mujeres alrededor del mundo que no se identifican con el término porque lo identifican con un feminismo hegemónico, blanco, occidental, etnocéntrico, en muchos casos racista, y prefieren no calificarse como feministas, pero también sé que hay muchos otros grupos que dicen no, vamos a apropiarnos de este término por la carga crítica que tiene y vamos a adaptarlo a nuestra particularidad, ¿no? Y vamos a hacerlo algo nuestro. Y así es como surgen el feminismo chicano, el feminismo chicua o la cantidad de feminismos que existen. Me gustaría saber cuál es su posición respecto a esto y cuál es, si nos lo puede decir, la posición generalizada de las plataformas de mujeres en Senegal. Gracias. En fonction des théories ou des études de recherche qu'il fait, il essaie de voir comment sortir ces résultats et ces réflexions et leur trouver un ancrage dans la société. C'était ça le sens du caucus, qui en fait est né à la suite d'un ouvrage collectif où nous avions tiré comme conclusion que ce qui manquait aux femmes sénégalaises, c'est un cadre d'action unitaire et une pensée liée à la lutte des femmes, que nous avons comparé pourquoi les Sud-Africaines ont réussi ce qu'elles ont fait et pas le Sénégal. Et c'est à ce moment-là que le président a sorti l'histoire de la parité. On a dit tiens, voilà la possibilité de mettre en pratique les théories que nous avions développées dans cet ouvrage-là, d'avoir le cadre d'action unitaire, de mettre les femmes ensemble. Et la parité nous permettait de concevoir un concept qui pouvait unifier les femmes. Alors, maintenant, en ce qui concerne, est-ce qu'on a des programmes?
le caucus n'était pas censé rester, parce qu'il y a énormément d'organisations de femmes qui existent. C'était par rapport à ce contexte de parité qu'il fallait les mettre ensemble. Ma thèse était qu'elle devait disparaître. Elle n'est pas disparue parce que les femmes disent qu'il faut encore continuer. Alors là, on travaille beaucoup avec la Fondation Friedrich Ebert. D'ailleurs, on va avoir un atelier à mon retour où nous avons décidé de réorienter nos activités vers les jeunes leaders politiques. Parce que je suis à la fois engagée sur le terrain, mais je suis davantage un chercheur. Le travail que nous avons fait sur la parité, il y a aussi des limites. Parce que ces femmes-là, une fois arrivées à l'Assemblée nationale, ne sont pas porteurs du projet pour lequel on s'est battu. Ce qui les intéressait, c'était d'arriver à l'Assemblée nationale. La preuve, on a une bonne représentation à la base, mais dans l'exécutif des conseils locaux, on a très peu de femmes. Parce que les femmes, délibérément, ont obéi au mot d'ordre de leur parti, qui ont placé des hommes. Donc, la question est que ces femmes-là, qui ont bénéficié de la loi sur la parité, ne sont pas forcément des femmes porteurs d'une idéologie politique. Même si c'est paradoxal, même si elles sont dans les partis politiques, elles y sont pour obtenir une position avantageuse. Nous travaillons par rapport à l'éducation des filles. Le Sénégal a beaucoup avancé. On a la parité à l'école primaire et même plus de filles. Mais vous avez raison, c'est après le maintien. Alors, le modèle associatif des femmes avec la question des tontines, la tontine fait partie du modèle organisationnel des Sénégalais, c'est-à-dire les Sénégalais ont toujours appartenu à un modèle associatif dans leur histoire. Et les tontines sont nées avec les crises économiques qui ont permis aux femmes, surtout le monde urbain d'abord, qui a inventé ce modèle de tontine qui est de mise en commun de leurs ressources pour pouvoir au fur et à mesure l'utiliser. J'ai ma thèse de doctorat, une de mes thèses a été publiée sous le titre de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal, en fait explique clairement ce processus, mais qui a été concurrencé par les institutions financières, les IMF aujourd'hui, les mutuelles de crédit qu'on a mis en place exportés. Et à l'époque que j'ai dénoncé, en disant ces systèmes, ces institutions financières vont emprunter au mécanisme traditionnel de solidarité parce que c'était la caution du groupe. C'est parce qu'on a confiance en vous que vous appartenez à une tontine. Et il y a un contrôle social qui fera que chacun respectera sa parole. Les INF l'ont fait. Dans un premier temps, ils ont dit que c'est le groupe qui constitue la garantie. Mais une fois, et je disais qu'ils vont détruire ces modèles-là et ensuite exploiter ces femmes. C'est ce qui est en train de se passer. Une fois qu'on vous habitue à la mutuelle, maintenant on leur demande de mettre leurs bijoux, de mettre leurs biens, etc. Donc les femmes déposent bel et bien aujourd'hui des garanties au niveau de ces institutions financières qui ont des taux de crédit extrêmement élevés, des taux d'intérêt extrêmement élevés, qui à mon avis abrutissent davantage la femme et les mettent dans des systèmes de dépendance. Quand je faisais ma thèse qui a été publiée en 1998, aucune femme ayant un capital, à l'époque je demandais 20 millions CFA, n'était éligible, n'a appartenu à ces structures ou encadrées par le ministère des Femmes. Ce sont des femmes qui se sont débrouillées toutes seules, qui ont pu accumuler ce capital extrêmement important. Je ne crois pas que les crédits, le microcrédit tel qu'on le dit, ait été un succès. Au contraire, il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour récriminer cela. On a interrompu un processus de tontine qui aurait pu, avec son propre système de maturation, arriver à être un système financier valable, comme l'ont été le système des Bamileke en Côte d'Ivoire, plutôt pas en Côte d'Ivoire, au Cameroun, qui sont des modèles de systèmes financiers traditionnels qui arrivent à financer les commerces, qui arrivent à financer les études des étudiants, y compris à l'étranger. Donc, de véritables banques qu'ils ont réussi à mettre en place, mais la tontine traditionnelle a connu un coup d'arrêt à cause de ces systèmes de microcrédit importés qui aujourd'hui l'ont fait. Mais beaucoup de femmes retournent à cela quand elles sont déçues de ces systèmes-là. J'en pense que du grand bien, ce tontine traditionnel. Je crois que c'était un modèle endogène qui malheureusement a connu un coup d'arrêt, qui n'a pas connu l'évolution qui lui aurait permis d'être un système valable et crédible pour pouvoir répondre aux problèmes des populations. Et bon, je sais que dans tous les espaces de diaspora, les femmes ont recours à ce système-là.
Maintenant, en ce qui concerne l'ECOWAS, c'est une amie d'ailleurs qui est là-bas, qui a cette unité. Mais là, le problème de l'ECOWAS, ce n'est pas seulement sur les questions de genre, c'est sur toutes les autres questions des commissions qui n'arrivent pas à trouver réellement un ancrage et à répondre, à trouver des solutions. L'ECOWAS devait être capable de définir les politiques auxquelles les différents pays qui y adhèrent devraient mettre en place, mais nous savons que nos pays à nous n'utilisent les ministères des femmes que comme des moyens de mobilisation politique, mais ne croient absolument pas, à mon avis, à cette question de l'égalité. La plupart des gouvernants dans nos espaces savent que les femmes, il faut les ménager parce qu'ils ont besoin d'un électorat, mais ils ne sont pas dans une logique intelligente de comprendre que la question des femmes fait partie aussi des questions de développement. C'est malheureusement cela qu'on n'a pas encore atteint. Parce que ce que nous essayons de leur expliquer, on n'investit pas sur les femmes pour leurs beaux yeux. C'est parce qu'énormément d'études ont montré que le handicap au saut qualitatif par rapport au développement est lié aussi à cette situation dans laquelle les femmes sont, de non-accès à l'éducation, d'accès de non-qualification, de non-accès aux ressources. Parce que comment voulez-vous que des femmes, quand on parle de la Casamance, je leur disais, quand il n'y a pas de piste de production, les femmes sont obligées de transporter sur leur tête les produits de la forêt. Mais s'il y avait une piste, qu'est-ce qu'elle peut? Peut-être 5-10 kilos dans la journée. Mais s'il y avait des pistes aménagées, on aurait pu sortir l'essentiel de cette production qui aurait servi à la communauté, mais qui aurait servi au pays. Tant que les gouvernants n'arrivent pas à faire cette relation entre investir sur les femmes et les questions de croissance économique, nous n'allons pas nous en sortir. Et justement, pour terminer sur la question des femmes et du féminisme. Le féminisme a été rejeté au Sénégal d'une manière générale. La seule organisation qui s'en est revendiquée ouvertement s'appelait Yewi Yewi, qui existait dans les années 80, à partir de 84, qui a, à mon avis, été l'organisation porteuse d'idées nouvelles. Toutes les questions que nous soulevons aujourd'hui, cette organisation les avait déjà soulevées. Mais cette organisation n'a jamais été acceptée par les Sénégalais. C'était une groupuscule de femmes avec Marie-Angélique Savonnet qui, à mon avis, a fait un travail, en tout cas qui a choqué les mentalités, qui a bouleversé beaucoup de choses et qui a eu des gains. Mais les Sénégalaises n'ont jamais réussi à mobiliser au-delà du petit cercle qu'ils formaient. Parce que les femmes, dans leur majorité, rejettent le concept de féminisme. Et ce qui est d'ailleurs cocasse, quand le concept de genre est apparu, les organisations de femmes dans la mouvance de Beijing, beaucoup de femmes se disent d'accord pour le genre, mais ne sont pas d'accord pour le féminisme. Et nous leur disons, mais c'est les deux faces d'une même médaille. Vous ne pouvez pas les séparer parce que le féminisme, le genre est la dimension scientifique et pour moi, le féminisme est porteur de la dimension idéologique. Et si vous n'avez pas de projet politique, vous ne pouvez pas aller nulle part. Mais dans leur représentation, tant que vous ne leur parlez pas de féminisme, elles sont d'accord. Mais cela ne veut pas dire que dans la pratique, dans le comportement, il n'y ait pas de féminisme. Il n'y a pas de femmes qui se battent pour le droit, de femmes qui sont conscientes qu'il y a l'égalité entre hommes et femmes doit exister, y compris dans le monde rural. Moi, je suis même très surprise quand je vais dans certaines localités comme Kolda, où les femmes portent les revendications. Aujourd'hui, sur les locales, pendant que le gouvernement se battait pour supprimer la loi sur la parité, mais les femmes se sont mobilisées dans leur terroir parce qu'elles étaient conscientes des acquisitions, parce que quand même, on quitte des collectivités locales où il n'y avait que 2 à 4 femmes pour arriver aujourd'hui avec des assemblées presque quasi paritaires. Qu'on le veuille ou non, c'est une révolution qui est en train de se faire, ne serait-ce que dans la représentation symbolique des femmes dans les espaces de pouvoir. Nous étions conscientes que ce n'est pas avec cette génération-là qu'on va avoir les changements souhaités. Mais il fallait jeter les bases de ce changement parce que jusqu'ici, les hommes contrôlent les espaces politiques et les femmes n'y arrivaient qu'au compte-gouttes. Ce qui fait que beaucoup de femmes qui auraient pu s'intéresser à la politique ne trouvaient pas l'intérêt de partir, de se battre dans des espaces machos où cela n'en valait pas la peine. Mais aujourd'hui, avec les portes ouvertes
parce que la loi est claire, toute liste qui n'est pas paritaire est irrecevable. Au moins au niveau de l'accès à ces instances, les partis politiques seront obligés de subir des mutations. Et comme l'accès devient beaucoup plus ouvert, des femmes qui jusqu'ici rejetaient la politique à cause de la difficulté de s'imposer dans ces espaces vont venir dans ces espaces-là. Et nous, c'est sur cela que nous comptons en nous disant les prochaines élections, des femmes qui comprennent mieux, des femmes de qualité vont accepter de s'engager dans ces batailles et c'est à ce moment-là que nous espérons amorcer les mutations nécessaires qui vont se traduire de manière globale. Parce que notre hypothèse en faisant la parité à l'Assemblée, c'est de dire c'est là où se décident les lois qui vont régir les Sénégalaises et les Sénégalais. C'est là où on décide de l'utilisation des ressources. Par exemple, pour les lois, à partir de 2012, la nationalité est donnée par la femme aujourd'hui. Jusqu'ici, il n'y avait que l'homme qui pouvait donner, jusqu'en 2012, seul l'homme pouvait donner la nationalité. Nous disons que quand les femmes seront nombreuses, tout le travail sur le gender budgeting va être résolu parce qu'elles se battront pour que les ressources aillent là où se situent les problèmes des femmes. Nous espérons aujourd'hui qu'avec les collectivités locales, il y a une quasi-égalité homme-femme. Quand il y aura des dossiers de femmes pour demander la terre, il y aura moins de rejet de dossiers de ces femmes. Donc, c'est sur ces perspectives et cette hypothèse que nous avons travaillé pour nous dire que les jalons que nous posons aujourd'hui, c'est demain que nous récolterons les fruits. Pour sortir aussi de ce piège, quand les hommes vont nous dire, à la fin de cette législature, il faut voir en quoi les femmes ont avancé. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de la fin de la législature. C'est de permettre à des femmes qui vont être dans ces instances de pouvoir faire voter des textes et des lois qui vont changer fondamentalement la vie des Sénégalais et des Sénégalaises, mais en même temps veiller à ce que les ressources nationales aillent là où c'est utile aussi, y compris pour les femmes. C'est ça la question, mais le débat, pour moi, ce n'est pas important, le débat de se proclamer ou de s'autoclamer féministe ou pas féministe. Ce qui importe, c'est l'acte quotidien que les gens posent. Et c'est là, même si les femmes disent qu'elles ne sont pas féministes, elles se sont mobilisées quand même pour voter la parité. Qu'est-ce qui est plus féministe qu'une loi qui exige une représentation égale des hommes et des femmes dans les instances de décision? Donc, c'est cette rupture aussi de l'utilisation des concepts qui est important. Une fois qu'on est d'accord sur le contenu, sur les impacts et les effets attendus, à mon avis, c'est le plus important que oui, nous disons d'ailleurs, nous dans nos discours, arrêtons de nous focaliser sur le concept occidental. Parce que le concept de droit, le concept de pouvoir, repris dans l'imaginaire des Sénégalais, pose énormément de problèmes. Alors que nous trouvons dans nos propres discours des concepts qui disent le concept de Naoulé, c'est-à-dire c'est de chez nous qui dit que l'autre est ton alter ego, y compris ta femme est ton alter ego parce que c'est le même sang qui coule dans vos veines. Alors il y a tout un travail de réappropriation et de construction de nouveaux concepts conformes à l'imaginaire des Sénégalais pour être en cohérence avec eux-mêmes et utiliser le mot féministe ou ça n'a pas d'importance pour moi par rapport à ce que nous voulons faire. Évidemment, c'est important pour nous, universitaires, nous qui sommes dans le domaine scientifique, il faut qu'on s'entende parce que nous écrivons des textes qui dépassent nos nations. Et là, on mettra les explications nécessaires. Mais aller dans une association de femmes dans mon quartier ou dans mon village pour lui parler de féminisme, ce n'est vraiment pas mon souci premier. Par contre, je lui dirais que tu as le droit à la terre, tu dois te battre pour cela. Il faut que tu puisses prendre en charge tes enfants quand ils sont malades. Il faut que l'équité salariale, que tu puisses l'avoir. Donc voilà des registres sur lesquels il faut agir pour que de manière intelligente, nous arrivions aux transformations sociétales auxquelles nous aspirons et qui sont possibles. Ce qui s'est passé au Sénégal se passera ailleurs, j'en suis convaincue. J'étais à Tunis au mois de juin, pas juin, au mois de mars plutôt, le Forum social. C'est vrai, la France a sorti le concept de parité bien avant nous, mais a eu du mal à l'appliquer. Mais récemment, je disais d'ailleurs, le Sénégal indiquera au reste du monde la voie à suivre. La France aujourd'hui a trouvé dans les locales la modalité avec les binômes. Nous avons mis le système alterné. Aujourd'hui, ils ont mis le binôme. Ça leur permet d'avoir
un accès beaucoup plus important au niveau de la base, mais il demeure toujours l'autre étape qui est le contrôle du pouvoir. On a une première marche dans le pouvoir, mais il reste aussi les autres marches à faire. Mais moi, je suis très optimiste avec l'évolution telle que cela se présente. Maintenant, un des problèmes, c'est l'islamisme. Le fondamentalisme, aujourd'hui, sera le problème le plus important par rapport à cette question d'avancée des femmes. Mais avec le contexte sénégalais, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Nous avons un islam confrérique très puissant et qui, à mon avis, est très intelligent et très ouvert, parce que la vérité, ces hommes religieux au Sénégal ne doivent leur statut qu'à leur mère. C'est ça aussi le contexte socio-culturel dans lequel nous baignons. Et ils ne doivent leur statut qu'à leur mère. Et ce qui fait que la figure de la mère demeure une figure puissante au Sénégal. Et je vois très difficile un homme, quel qu'il soit, qui arrive au pouvoir, avoir des velléités contre sa mère. Et c'est ça peut-être qui fait chaque peuple et chaque culture a des éléments contextuels sur lesquels il doit s'appuyer. Et c'est ça, c'est une chose que les féministes ou les gens qui travaillent sur les mouvements de femmes et de genre doivent de plus en plus utiliser pour le ramener au niveau de la conscience, l'importance de la mère, sans qui ces hommes ne seraient rien, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient religieux. Et c'est finalement ça qui nous donne un espace de cohabitation apaisé, parce que la bataille que nous menons, ce n'est pas, nous le disons toujours aux Sénégalais, ce n'est pas la femme seulement en tant que telle, c'est la cohésion de notre communauté. Parce que nous disons, c'était notre discours, une mère est mère d'un garçon, y compris d'une fille. Nous ne souhaitons pas le moindre mal ni à notre garçon ni à notre fille. Donc c'est des formes de construction du discours pour apaiser le public vers lequel vous travaillez, et qui, in fine, c'est le développement de la communauté dans sa solidarité. Et je termine pour cela. Nous avons conçu un article peut-être que je passerai, que je partagerai, du cercle du triangle patriarcal au cercle de la solidarité familiale. Dans le triangle patriarcal, le père est au sommet, la mère et l'enfant sont à la base du triangle. Et nous avons dit, j'ai une amie mathématicienne, on prend le point au sommet du triangle, on le ramène au milieu, ça nous donne une ligne droite où nous aurons la mère, le père et l'enfant. Et nous avons transformé cette ligne droite en un cercle. Le cercle, c'est équidistant. C'est-à-dire quand on dit l'enfant, l'enfant c'est le fils. Donc finalement, père, mère et enfant seront à équidistance et à égalité, d'une égalité vertueuse qui leur permettra de développer une solidarité entre tout le monde, plutôt que d'être dans un schéma de triangle où il y a quelqu'un qui est au sommet. Donc bref, voilà, c'est le travail de l'université aussi, de réfléchir par rapport au contexte, par rapport aux sociétés, et à leur amener des arguments qui vont créer davantage d'humanité entre les uns et les autres, entre les unes et les autres, pour que les hommes et les femmes puissent vivre dans un espace de solidarité, un espace d'apaisement, un espace de cohésion, parce que c'est cette stabilité-là qui permettra la croissance, qui permettra le développement. En tout cas, tous les indicateurs en Afrique montrent que la marginalité des femmes est de beaucoup sur le faible taux de croissance de nos différents pays. Ça, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Les démonstrations sont faites et c'est l'argument le plus sûr que nous avons avec les autorités politiques pour leur faire aujourd'hui la démonstration, pour qu'ils sortent de leur position macho, parce que c'est leur ego. Et on leur dit non, impliquer la femme, ce n'est pas lui donner un pouvoir, c'est permettre à notre pays de décoller économiquement, et on leur aligne les chiffres, et puis voilà, et c'est comme ça qu'on fait. Voilà.